Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Faites entrer l'invité. Vous le savez, 2M.ma et Radio 2M s'associent aux 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, et ce, jusqu'au 10 décembre prochain. Jusqu'à jeudi donc, nous parlerons de ces violences et en particulier du travail des cellules de la DGSN. À compter de demain et jusqu'à jeudi, vous pourrez poser toutes vos questions dans l'émission Kilmalikoum avec Redouane Farrouhi. Ce sera de 10h à midi. Vous êtes victime de violences. Qui peut vous aider? Qui appeler? Comment être protégé de son agresseur? Comment ne pas subir la vengeance après un dépôt de plainte? Vous êtes témoin? La plainte anonyme est-elle possible? Comment fonctionnent les cellules de la DGSN? Combien de personnes y travaillent? Comment sont menées les enquêtes? Une mineure peut-elle, elle aussi, déposer plainte, oui ou non? De nombreuses questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec mon invité, Sarah Bzazi, commissaire de police principale, chef de service des études relevant de la direction de la police judiciaire. Elle est également membre de la cellule centrale de prise en charge des femmes. Bonjour Sarah. Bonjour Madame Sia et merci beaucoup pour votre invitation au plateau de 2M. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu spontanément à notre invitation. Alors tout d'abord, est-ce que l'on peut parler du dispositif? Il existe combien de ces cellules à travers le territoire national? Quels sont les moyens humains? Combien de personnes y travaillent? Donc au niveau des cellules, au niveau des services déconcentrés, donc, il existe 132 cellules de prise en charge des femmes victimes de violences implantées au niveau de toutes les entités de police judiciaire. Également, donc, ce qui est nouveau, c'est... Je vais rapprocher un tout petit peu votre micro. Oui. Voilà. Avec le masque. Bien. Voilà. Donc, et également, il y a 443 chargés d'accueil des femmes victimes de violences implantées au niveau des arrondissements, c'est-à-dire la police de proximité. Donc, ces 132 cellules, elles sont composées en moyenne entre 3 et 4 personnes. Et comme l'exige la loi, donc, il y a le principe de parité. Et on favorise la présence du sexe féminin dans ces cellules, étant donné la nature des violences. Elles sont peut-être aussi plus sensibles aux questions des femmes. Est-ce que ces personnes ont été formées? Oui, bien sûr. Donc, il faut savoir, comme on le dit toujours, les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences, auparavant, c'était des cellules d'accueil de prise en charge des femmes victimes de violences. Et depuis 2007, ils n'ont cessé de bénéficier des formations spécialisées, des formations continues. Et à partir de la restructuration depuis le 31 août 2019, il y a eu des programmes de formation très pointus. D'ailleurs, il y a eu des formations spécialisées en partenariat avec ONU Femmes, donc pour bénéficier des techniques d'audition, des techniques d'écoute, des techniques d'accompagnement et les plusieurs aspects de la prise en charge des femmes victimes de violences. Donc, ils ont aussi bénéficié des formations d'andragogie, comme ça les responsables des 20 commandements, parce qu'on a des cellules au niveau préfectoral qui chapeautent d'autres cellules au niveau local. Très bien. Donc, ce qui fait ces cellules, on a travaillé avec eux, non seulement les techniques d'audition, mais ils ont bénéficié des formations d'andragogie pour eux-mêmes puissent faire des formations. Donc, c'était une formation de formateurs pour faire des formations au bénéfice que ce soit des enquêteurs ou bien des autres responsables de cellules. Alors, on va rentrer dans le concret, si vous le voulez bien. On aimerait bien savoir comment ça fonctionne. Je vais vous faire écouter un extrait d'un témoignage d'une femme. C'était au début du confinement, une femme enfermée avec son agresseur, une femme battue qui a appelé au secours sur notre antenne.
بغيت ندوي معكم على هذا العنف الأسري. أنا تزوجت في 2014 ومني تزوجت كان راجلي كيضربني ديما. تقريبا تدعيته في 2019 عاد ما بقاش كيضربني، ولكن ملي جا دابا هذا الحجر الصحي ديال كورونا ولا شنو ولا كيضربني ما تقدرش تصور، وكيقول باللي ما غادي يقدر يعتقني منه حتى شي حد، حيت العائلة ديالي ما تقدرش دابا تجي وانا ما نقدرش نخرج، حتى حد ما كيقدر يعتقني منه ولا شي حاجة، كيضربني شي عنف اللي ما تقدرش تصور. Alors ce témoignage, cet appel au secours, nous l'avons partagé sur les réseaux sociaux le jour même, puisque cette femme nous demandait de l'aide, et même nous, très sincèrement, on ne savait pas qui appeler, qui demander de l'aide à qui. Et la DGSN nous a contactés peu de temps après, en fait, ce poste, et vous êtes intervenu le jour même pour sauver cette femme et son bébé. Oui. Et c'est là que c'est important que vous nous expliquiez comment ça se passe, parce que nous ne savions pas où elle était. Comment vous avez fait pour la localiser, cette femme ? D'accord. Vous vous souvenez de cette affaire ? Oui, bien sûr, effectivement. Donc il s'agit, donc je vais pas citer... De Imen, on dira que le prénom. On dira le prénom. Donc on l'a identifié. Donc il faut savoir qu'au niveau de la DGSN, il existe plusieurs, donc il existe des cellules de veille qui travaillent 24 sur 24, 7 jours sur 7, justement pour donc ça c'est un travail de prévention, et il est basé sur l'initiative de la DGSN pour écouter le citoyen. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a dans tous les types de criminalité, qu'il y a un appel au secours, donc la DGSN, elle intervient. Et pour le cas de Imen, donc elle a été, donc les vérifications qui ont été établies, donc on a pu localiser l'appel, on a pu localiser la personne où est-ce qu'elle habite, et après, donc elle relève la compétence territoriale, donc c'était de la gendarmerie royale. Donc on a avisé le parquet compétent qui a transmis l'affaire à la brigade de gendarmerie compétente et qui a par la suite intervenu pour sauver la femme. Donc le travail de veille, il y a les cellules de veille. Bien sûr, il y a des cellules de veille cybernétique. Vous avez vu ça avec tout ce qui a été fait pour les fake news. Il y a le travail de la veille établi par la cellule centrale de communication implantée au niveau de la DGSN également. Il y a tous les services qui sont mobilisés pour s'ouvrir aux citoyens. Donc ça, c'est un travail qui se fait, c'est un travail routinier, comme on dit, c'est un travail systématique qui se fait chaque jour et au quotidien pour écouter le citoyen. Cette femme a été mise en sécurité ? Donc ça relève de la compétence territoriale d'un autre département qui est la gendarmerie royale. Mais il y a eu le suivi par rapport à la DGSN. Donc la femme, elle a été effectivement prise en charge et elle a été mise en sécurité et à l'abri de son agresseur. Oui. Alors, à partir, j'aimerais qu'on reste sur le concret. À partir d'un appel, comment ça se passe ? Le problème, c'est que, et là aussi je ne vous apprends rien, c'est que dans la majorité des cas, ces femmes battues ont peur. Elles ont peur de porter plainte contre leur conjoint, peur des conséquences. Comment les convaincre, en tout cas pour les auditrices qui nous entendent, qui sont des femmes battues et qui ont peur juste d'appeler ? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui ? Je peux leur dire il faut oser dénoncer. Que ce soit la femme elle-même ou bien son entourage. Il faut oser dénoncer la violence. Il ne faut pas se taire sur la violence. Il ne faut pas permettre l'impunité aux agresseurs. Donc, une fois la violence qui n'est pas dénoncée, donc ça ne peut pas être porté à notre connaissance parce que ça se passe dans des endroits fermés. Par exemple, pour le cas de Iman, donc elle a appelé la radio, ou bien on peut se retrouver dans des posts sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux. Ça nous permet d'arriver un peu l'endroit où se passe l'agression. Mais quand on n'a pas d'informations, on ne peut pas arriver pour neutraliser cette agression. Donc ce qui fait, moi je dis aux femmes victimes de violence, et autant que femmes, il ne faut pas subir la violence. Il faut oser dénoncer. Et la DGSN, elle offre tous les moyens pour les mettre à l'abri.
Donc, et les prendre en charge et traiter leur affaire. Parce que si on va continuer à se taire par rapport à ce sujet, donc Ça ne s'arrêtera on a jamais. une sorte de normalisation avec la violence. Ça nous paraît normal de voir une C'est femme très battue. important ce que vous dites en Oui. parlant de normalisation, parce que nous avons même eu des hommes sur cette même antenne qui disent que frapper leur femme, c'est normal. Il est donc peut-être important, commissaire, de rappeler ce qu'ils risquent devant la justice, ce que prévoit la loi, parce que vous travaillez justement en étroite collaboration avec le parquet, et rappeler voilà, que quand on frappe quelqu'un, c'est puni par la loi et qu'on encourt très gros. Oui, effectivement. Donc, il faut rappeler que la loi 103-13, donc il y a eu plusieurs. Donc, on va revenir à la loi tout à l'heure pour expliquer un petit peu les composantes de la loi. Mais la loi, elle est venue pour aggraver déjà certaines infractions qui existaient déjà dans le code pénal, par exemple coup et blessure. S'il y a coup et blessure envers une femme, et basée sur le genre, donc la peine initiale, elle est aggravée, elle est portée au double. Si, par exemple, l'infraction, si on va partir ici, l'article 431, d'accord, la peine est portée au double lorsque l'auteur est un époux, un fiancé, un conjoint divorcé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur. Ici, si vous remarquez, donc, on a le lien de parenté avec la Et pas victime. seulement si c'est le mari. Exactement, pas seulement le mari, il y a l'ascendant, il y a le frère, les sœurs. Donc, parce que la difficulté dans cette typologie d'infraction, c'est que la femme victime ou bien la personne victime, donc l'agresseur, il est connu de la victime. Et il y a toujours cet ascendant, la femme, elle a peur, peut-être elle a des intérêts économiques par rapport à la personne, que ce soit l'époux, il y a les enfants, il y a le cadre social, il y a le terme chouma, on l'entend toujours, Déjà, il y tout a à fait. la pression sociale. On vit ça, on est au Maroc et on connaît le contexte. Donc, une fois la femme, il y a des pressions sociétales qui l'empêchent à procéder et faire le pas. Et peut-être elle va dire, moi, peut-être, je vais empêcher mes enfants à bénéficier de la pension alimentaire, etc., etc. Il y a plusieurs considérations. Mais en faisant ça, on fait qu'encourager encore et encore la violence. Donc la loi marocaine Oui, protège bien sûr. les femmes battues. Un mari qui frappe sa femme peut... La peine, elle peut aller de combien à combien? Alors, est puni de l'emprisonnement de 3 ans, de 3 à 2 ans, et d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams. De 3 à 2 ans de prison Exactement. ferme si on bat sa femme et que c'est prouvé. Je disais tout à l'heure que beaucoup de femmes n'osent pas parce qu'elles ont peur des conséquences, et vous avez raison de souligner que aussi c'est l'environnement, parce qu'elles ont peur, elles ne savent pas où elles seront logées, ou qui s'occupera de leurs enfants. Souvent ces femmes ne travaillent pas, qui plus est. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Une autre question, est-ce que vous travaillez également sur, puisqu'on parle de femmes et parlons aussi des petites filles, sur les mineurs? Oui, bien sûr, parce que si on parle des femmes, on parle des filles. Donc les mineurs, elles bénéficient également de la même protection. Déjà, le système des mineurs au Maroc, à part la loi 103-13, il y a un système qui est dédié aux mineurs, que ce soit au niveau du code de procédure pénale ou bien au niveau du code pénal. Donc plusieurs infractions qui sont aggravées si la victime est mineure, donc que ce soit au niveau des agressions corporelles ou bien des agressions sexuelles. Donc plusieurs plus. Et au niveau du système du code de procédure pénale et la justice pénale, il y a un système qui est dédié aux mineurs, notamment par exemple au niveau de la police judiciaire. Un mineur ne peut être auditionné qu'en présence de son tuteur légal. Donc quelquefois de son agresseur. Et donc ça peut arriver. dans ce cas, il y a l'officier chargé des mineurs. Très bien.
il y a des officiers qui sont chargés des mineurs, donc c'est institutionnel. Et aussi, donc les affaires qui concernent les mineurs, il y a un juge spécialisé, donc le juge des mineurs. Il y a certaines infractions qui sont obligatoires et doivent passer par le juge d'instruction parce que c'est mineur. Donc, il y a tout un cadre de protection pour les mineurs. Sur les mineurs, une petite fille battue par les parents ou les beaux-parents, il y a quelques semaines, une vidéo sur les réseaux sociaux qui a choqué bon nombre de Marocains parce qu'elle a été énormément partagée. Une petite fille, pour le coup, maltraitée par sa propre mère, le frère qui filme et le père assis juste dans la chambre d'à côté qui n'a pas bougé le petit doigt. Vous l'avez vu également, cette vidéo, comme tout le monde, j'imagine? Oui, bien sûr. Donc, dans le cadre du suivi et de la veille des affaires au quotidien de façon générale, donc cette vidéo a été vérifiée par les services concernés de la cybercriminalité. Donc, la maman, elle a été auditionnée immédiatement, la même matinée. Donc, une fois la vidéo elle a été diffusée, donc la maman elle a été auditionnée et sous la supervision du parquet compétent. Pour la fille, donc ici il y a l'aspect traitement de l'affaire et il y a l'aspect protection pour la mineure. Donc la fille elle a été aussi auditionnée en présence d'un officier chargé des mineurs, l'officier chargé des mineurs, et en même temps en présence de la cellule de prise en charge des femmes et filles victimes de violences, et qui a été accompagnée immédiatement avant d'être auditionnée au centre hospitalier de Larache. Elle a été minutieusement examinée par le médecin. Donc, il faut savoir que cette affaire, donc, elle s'est déroulée il y a 7 mois. Il y a 7 mois. Il y a 7 mois. Et la vidéo n'a été postée que maintenant et partagée que maintenant. Exactement. Ça, c'est un élément important parce que je crois que vous êtes confrontés souvent à ce genre de choses, en fait. Effectivement. D'où toute la bataille, en fait. Pour le coup, c'est pas une fake news, on ne peut pas dire ça, mais tout le dispositif qui est mis en place pour vérifier. 7 mois, pourquoi elle sort maintenant, la vidéo? C'est le petit frère qui ne la poste que maintenant? Donc ici, c'est secret d'enquête, je ne peux pas dévoiler plus que ça. Moi, j'ai juste une question par rapport à cette affaire. Je sais que vous ne pouvez pas parce que je peux la pas procédure... plus, oui, tout à exactement. fait. Je comprends parfaitement et je respecte. Mais est-ce qu'il y a des cas comme celui-là, d'enfant, qui est retiré, où la garde est retirée aux parents parce que cet enfant est maltraité? Donc, dans ce genre de cas, parce que ce n'est pas les attributions statutaires de la DGSN. J'ai bien compris. C'est du cas par cas. Et il faut toujours mettre à l'idée le maslaha al-fudla lit-tifl, c'est-à-dire l'intérêt extrême du mineur. Donc, parce que ça, c'est édicté par la Convention des droits des enfants. Voilà, des droits des enfants. Et il faut toujours choisir la meilleure solution pour l'enfant et l'environnement prospère pour l'enfant et pour son éducation. Mais ça arrive et bien que sûr, l'enfant soit retiré? C'est du cas par cas, je vous dis. Donc, ça arrive. Il y a des centres de protection de l'enfance. Il y a tout un, comme je vous ai expliqué, dispositif qui se met en place. Exactement. Mais ça reste une décision judiciaire. C'est pas l'officier de police judiciaire qui prend la décision, mais ça relève des attributions du parquet compétent. Mais sur le terrain, oui, c'est vous qui vous déplacez. Ce sont les cellules de la DGSN qui se déplacent et qui alertent, et ensuite toute la machine judiciaire se met en place. Exactement. C'est ça. Oui. Quelquefois, les vidéos, il y a quand même un élément que j'aimerais que l'on répète et répète dans cette émission. On appelle quel numéro? Je suis en danger, je suis une femme battue, j'ai besoin d'appeler au plus vite. Est-ce que vous pouvez nous donner le numéro auquel on peut appeler? C'est le numéro 19 de la police. Donc, il y a des instructions de monsieur le DGSN pour donner la priorité aux plaintes formulées par les femmes victimes de violences. Donc, on n'est pas en train d'exclure les autres plaintes, mais on dit que on insiste sur la célérité du traitement des plaintes des femmes victimes de violences. Donc, elles peuvent appeler le numéro 19. Elles peuvent immédiatement voir un arrondissement de police de proximité. Elles peuvent aller dans un commissariat, bien sûr, tout simplement. Il y a l'arrondissement du quartier, Daïra.
D'accord. L'arrondissement du quartier, il peut se déplacer, il peut déposer sa plainte et ça dépend de... C'est sous la supervision du parquet compétent, donc c'est lui qui décide est-ce que la plainte, elle va être traitée au niveau de l'arrondissement ou bien elle va être transférée à la police judiciaire, vu la gravité, par exemple, la spécificité de l'infraction. Après, c'est là où il y a le chargé d'accueil des femmes victimes de violences implanté au niveau des arrondissements. C'est les 400... Au sein même du petit commissariat. Exactement, oui. Il y a une personne qui est chargée d'accueillir, d'orienter... 7 jours sur 7 7 jours sur 7, oui. 24 heures sur 24, j'ai oublié le 24 heures sur 24 qui est quand même important. Exactement. Alors, quelquefois, on entend dire oui, mais j'ai déposé plainte, c'est arrivé également. Quand j'ai déposé plainte, je me suis rendue à un commissariat, mais ma plainte n'a pas été prise en considération et j'ai dû retourner chez moi. Alors, moi, je vous Qu'est-ce que vous y répondez? Il faut éclairer l'opinion publique par rapport à certaines choses. Parfois, il faut comprendre, le travail de la police judiciaire se déroule sous la supervision du parquet. Très bien. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une plainte, donc la personne elle est auditionnée, etc., donc on en informe le parquet compétent et c'est à lui qui a on peut dire, le pouvoir discrétionnaire pour voir les éléments constitutifs de l'infraction. Après, il y a des plaintes qui sont déposées qui ne relèvent pas des attributions de la police. On peut trouver, et c'est là où il y a le rôle des cellules, des femmes victimes de violences, pour mieux orienter les victimes. Parfois, il y a des victimes, il y a des plaignantes plutôt. Il y a des plaignantes qui ont des plaintes qui concernent uniquement des questions de la pension alimentaire, etc. Et on les oriente pour, par exemple, déposer une requête auprès du tribunal compétent parce qu'il s'agit seulement qui a un aspect civil et pas un aspect pénal. Donc ça aussi, c'est le rôle des cellules pour mieux orienter et pour savoir est-ce qu'il s'agit est-ce que la plainte elle a un aspect pénal ou non. Par rapport à tout ce que vous nous avez dit depuis le début de ce Faites entrer l'invité, j'ai envie de vous demander si vous avez envie d'aller encore plus loin en ce qui concerne le digital. Est-ce qu'on peut imaginer demain une application où on pourrait juste par SMS ou je ne sais quel moyen alerter, donner en fait ma localisation et expliquer que je suis en danger. Juste appuyer sur mon téléphone et donner ma localisation immédiatement et qu'on vienne me secourir. Oui, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui est en réflexion en phase de conception. Plus. Ah, en phase de conception, très bien. Vous voyez, je ne savais pas. En phase de conception, parce que comme vous savez, depuis le démarrage des cellules de prise en charge, moi je dis, même si elles étaient existantes, mais moi je parle de la restructuration depuis 2019. Donc, au niveau de la cellule centrale dont je fais partie, dont je suis membre, et on travaille sur les outils pour améliorer le travail des cellules de prise en charge au niveau déconcentré et aussi pour encourager et faciliter le dépôt de plaintes. Donc cette plateforme de signalement, donc on est en train de travailler sur la conception d'un programme de signalement. On va voir est-ce que ça sera au niveau du digital. Donc il est par déjà SMS en phase, ou un numéro. Exactement. On pense à une application sur portable. La plus simple possible. Voilà, la plus simple possible. C'est pour quand 2021 en phase de conception. Donc très probablement 2021, il faudra exactement, revenir, parce qu'il y a plusieurs chantiers en même temps, parce que c'est ce phénomène de la violence faite aux femmes, donc il y a cette approche pluridisciplinaire, il y a aussi il y a beaucoup de choses à faire, donc on est en train de travailler sur ça. Et ça fait partie, on a déjà dépassé le stade réflexion, on est déjà dans la conception d'un mécanisme de signalement digital. Alors, je ne sais pas si vous pouvez en parler ou pas, mais est-ce qu'il y a des affaires où vous vous dites
ben, je suis fière de faire ce métier. Des affaires, vous avez pu sauver des vies, vous allez me dire peut-être toujours, mais peut-être qu'ils vous ont marqué Oui. plus que tout. Moi, je dis pas uniquement moi, mais c'est tout le personnel de la DGSN. À chaque fois qu'il y a une affaire solutionnée grâce aux efforts de la DGSN, bien sûr, on ne peut être fier parce que c'est notre raison d'être, c'est notre devoir. Et parfois, l'affaire, quand elle n'est pas solutionnée, ça devient un fardeau. Vraiment un poids fardeau sur les parce épaules. que, voilà, exactement, un poids sur les épaules. Et comme vous voyez, donc, tous les services sont mobilisés pour solutionner les affaires et aussi pour dire au grand public, voilà, on est là pour vous, on est là pour vous écouter, on est là pour vous soutenir. Donc c'est le rôle de la DGSN, c'est la protection des biens et des personnes. On parle des femmes victimes de violences. Est-ce qu'il y a également des hommes battus par leurs femmes qui vous appellent? Il y a des hommes. Donc, comme vous savez... Parce que ça, on n'en parle carrément jamais au Maroc. Ça, c'est tabou de se dire je suis frappée par ma femme. C'est encore pire. Non, je vous explique. Parce que moi, avant d'être membre de la cellule des femmes victimes de violences, moi, je travaille sur les dossiers des droits de l'homme. Donc, moi, je suis imprégnée par les principes de la légalité entre hommes et femmes. Donc, c'est au niveau des cellules de prise en charge des femmes victimes de violences, quand vous savez, donc, elles sont connectées avec les cellules implantées au niveau des tribunaux et on reçoit des affaires, des instructions écrites par le parquet qui concernent des hommes victimes de violences par leur conjointe. Donc, on a déjà traité ce genre d'affaires. Alors, nous avons une habitude, une tradition dans ce Faites entrer l'invité, c'est le moment confession. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et de vous installer dans ce fauteuil jaune, juste ici. Ah, carrément. Oui, carrément. oui, c'est un autre moment, un peu à part. Vous allez vous installer juste sur ce fauteuil jaune, et le temps que la commissaire s'installe, je vous rappelle que durant toute cette semaine et jusqu'à jeudi, nous accompagnons les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes à partir de demain 10h jusqu'à midi et ce jusqu'à jeudi prochain dans Kilma Ma'akou avec Redouane Farrohi. Vous pourrez poser vos questions, c'est de 10h à midi. Commissaire, une question toute simple, une petite confession. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes engagé au sein de la DGSN? Parce que vous êtes jeune, vous êtes une femme, oui. Et on aimerait bien savoir qu'est-ce qui a provoqué ce déclic. Alors, il n'y a pas eu de déclic. Moi, j'ai grandi dans une famille... mon père, Allah rahmou, il était policier, il était dans la police judiciaire. Donc, ça n'a jamais été pour moi une surprise d'intégrer. J'ai toujours voulu, dès mon jeune âge, à chaque fois quand je voyais... Excusez, je suis un petit peu émue parce que à chaque fois je pense à lui, Allah rahmou. Donc, c'était lui, Allah rahmou, ma raison d'intégrer la DGSN parce que grâce à lui j'ai aimé ce métier et je suis passionnée par ce métier et ma décision c'est de poursuivre ce qu'il a commencé et aussi pour sauvegarder un peu son patrimoine réputationnel. Donc c'était surtout ça la vraie raison pour intégrer les rangs de la DGSN. Et aujourd'hui, vous vous dites que vous pouvez être aussi un exemple pour de nombreuses femmes marocaines. Moi, j'espère bien que je sois un très bon exemple pour les Marocaines parce que ça reste quand même une responsabilité pour moi et aussi pour ma famille et surtout de donner une belle image pour la femme marocaine dans le monde entier. Pas
uniquement au Maroc, mais aussi dans le monde entier, donner cette belle image de la femme. Et c'est un peu... Je suis un petit peu émue. Je sais que vous êtes ému et c'est un magnifique hommage que vous rendez à votre papa, Allah yarhamou, qui a consacré en fait sa vie entière auprès de la sûreté nationale. Merci infiniment. Je ne vais pas vous bousculer davantage. Merci infiniment pour ce témoignage d'abord. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci de tous les détails. Et je vous le rappelle, ce numéro de téléphone, le 19, si vous êtes victime de violence, n'hésitez pas à appeler le 19. Je vous rappelle que les cellules de la DGSN sont là pour ça. Notre invité aujourd'hui était Sarah Bzazi, commissaire de police principale, chef de service des études relevant de la direction de la police judiciaire. Elle est également membre de la cellule centrale de prise en charge des femmes. Merci encore. Vivre avec vous.